You're nothing, Chancellor. Got a theory, could be funny. You never say thank you. That's what the money is for! Winter is coming. The danger. I am the one who knocks. I think A that I damn may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up! Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je suis Marie Telling et à mes côtés se trouve la Kramer de mon Jerry, Anaïs Bordage. Tout à fait. En vrai, je suis plus George que Jerry, mais... Moi, je pense pas. Ah bon? J'espère que je suis pas Jerry en vrai. Bref, ils sont 4, ils sont médiocres, ils jugent tout et tout le monde et ont un combat moral franchement douteux. On ne devrait pas prendre autant de plaisir à passer autant de temps avec eux et pourtant... Cette semaine, on vous parle, bien entendu, de Seinfeld. Comment une série sur rien du tout est devenue un tel succès? La sitcom culte a-t-elle bien vieilli? Et surtout, qu'est-ce que Anaïs en a pensé? Bah oui. Et comment est-ce que Kramer gagne sa vie? On vous dit tout dans cet épisode. Enfin, sauf la réponse à cette dernière question, parce qu'on n'en sait toujours rien. Mais avant ça, le pic de la semaine. Anaïs, c'est quoi ton pic? Je sais pas trop. Anaïs, elle est venue très préparée. Non, bah mon pic, c'est que... Quoi? C'est la carte d'accès à la piscine municipale. Regarde. Non, en vrai, c'est la carte UGC. Je vais toutes les faire. Non, mais juste, mon pic, c'est que c'est la carte de presse. Je vais très souvent au cinéma en ce moment. Et ça fait très, très, très longtemps, toute ma vie, que je vais très souvent au cinéma. Mais quoi? Vas-y, continue. J'attends de voir où ça va. Mais nulle part. Tu as vécu loin de moi pendant longtemps. Et on n'allait pas au cinéma ensemble. Non. Mais je suis très contente parce que on s'est fait beaucoup de cinéma ensemble ces derniers temps. Et c'était toujours une superbe expérience. Et là, en ce moment, je passe vraiment ma vie au cinéma et il y a des moments où j'ai des petits coups de mou, où j'ai du mal à me concentrer sur un film pendant 2 heures ou à me motiver pour aller dans une salle de cinéma. Et je sais que si c'est mon cas, alors que je suis critique ciné, j'imagine même pas les gens qui font pas ça à temps plein. Et donc, je compatis avec les gens qui ont plus trop le réflexe d'aller au cinéma, mais c'est vraiment un bonheur et ça change tout. Là, j'ai vu Titanic en salle pour la première fois depuis mes 7 ans. Et franchement, c'était incroyable d'entendre les meufs derrière moi faire « Oh !» quand Jack est en train de s'entraîner à cracher avec Rose et de réaliser qu'elles avaient jamais vu le film auparavant. Et donc, bah, c'est à ça que ça sert une salle de cinéma. Donc voilà, allez au cinéma. Magnifique. Le syndicat du cinéma, des salles de cinéma françaises te remercie. C'est ça. Et toi, c'est quoi ton pic? Mon pic, c'est que je viens de relancer The Americans. C'est un peu mon visionnage annuel. Et c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi parfait. Je suis toujours amoureuse d'Oleg. Et je vous invite à écouter notre épisode sur le sujet parce que vraiment, quelle série, quoi. C'est fou d'être amoureuse d'Oleg alors qu'il y a Mathieu Rhys qui est là, quoi. Je trouve très beau. Quand il casse la meuf pour la faire rentrer dans la valise. Ça va pas. Non mais Oleg, il est tellement grand. C'est vrai. Voilà. Et on va en reparler dans cet épisode. Oui, c'est vrai. Cette semaine, on vous parle de Seinfeld, la sitcom cultissime américaine des années 90 qui a été diffusée sur NBC de 89 à 98 et qui a été écrite par Jerry Seinfeld et Larry David, qui ensuite a fait Curb Your Enthusiasm. Je sais pas pourquoi je l'ai prononcé comme ça. Courbez votre enthousiasme. Voilà, exactement. Et c'est une sitcom qui est énormément comparée à toutes les autres sitcoms qui sont arrivées depuis et qui était un peu moins culte en France, mais qui a débarqué sur Netflix il y a 1 an, je crois. Et je pense que beaucoup de gens la découvrent en ce moment. Donc, on a décidé d'en parler. Et parmi les gens qui la découvrent, il y a Anaïs. Bah oui, ça fait très longtemps qu'on en parle et j'avais déjà vu en fait des scènes cultes. Je connaissais évidemment, enfin j'avais un petit regard lointain sur la série. Mais bah oui, moi c'est il y a 1 an que j'ai commencé à la regarder. Et j'en suis à la saison 3. J'allais dire, elle en est qu'à la saison 2. Je sais pas, l'année dernière, la vie était un peu sombre et j'avais besoin d'une sitcom légère. Et je crois que Friends me manquait. Et donc je m'étais dit, bon bah il reste plus que ça dans les sitcoms que j'ai pas vues. Et j'ai eu quand même des petits trous. Mais ouais, là je m'y suis remise de manière beaucoup plus régulière. Et donc on s'est dit que c'était l'occasion, maintenant que j'ai un petit peu avancé dans la série, d'enfin débriefer parce que beaucoup de gens nous ont demandé si on allait le faire dans Ami, vu que je l'avais pas vu et que toi tu l'avais vu. Mais honnêtement,
Non. Parce que t'as déjà commencé à la regarder, donc... Oui, c'est ça, j'avais déjà commencé, et puis c'est quand même pas le même principe. C'est-à-dire que c'est tellement répétitif que je pense que pour Ami, ce serait très saoulant. Oui, et pour tout puis le monde. même, j'ai pas le même rapport à la série, parce que Friends, pour moi, c'était vraiment une Madeleine de Proust, alors que Seinfeld, moi, je l'ai découverte aux États-Unis, parce qu'elle repasse constamment sur les chaînes de télé américaines. Elle est syndiquée, donc elle est tous les après-midi. Il y a au moins 2 chaînes de télé américaines qui diffusent des épisodes de Seinfeld. Bah, c'est comme ça que moi, j'ai vu les scènes que j'ai vues, quoi. Oui, voilà. Ça passait à la télé aux États-Unis. Et souvent, c'est diffusé dans le mauvais ordre ou des choses comme ça. Enfin, ils s'emmerdent vraiment pas, quoi. J'ai eu une petite période de chômage juste après la fin de mes études aux États-Unis où j'étais à Miami chez mon ex et je passais mes journées à ne rien faire, sauf à cuisiner. Et en fait, je regardais Seinfeld à la télé. Donc, c'est comme ça que je l'ai découverte. Et après aussi, un autre ex, j'en ai pas tant que ça, mais était absolument fan de la série. Donc, j'ai aussi regardé avec lui. Mais je l'avais jamais vue dans l'ordre complètement jusqu'à ce qu'elle débarque en France sur Netflix. Et en même temps, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est pas grave, quoi, parce qu'on n'a pas besoin de l'avoir dans l'ordre ou dans le désordre. Il n'y a pas d'intrigue qui se suit de façon très assidue. Donc, mais ça fait aucune différence le fait que je l'ai vue dans l'ordre, quoi. Tu viens de la découvrir, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah, je trouve ça très chouette, principalement parce que c'est un plaidoyer pour les poils de torse, en fait. Et que j'aime vraiment beaucoup tous les personnages qui sont extrêmement antipathiques, mais de manière très divertissante. C'est vrai, c'est un peu le principe de la série. Ouais, donc voilà. bien. Et est-ce que tu comprends le statut culte de Seinfeld ? Bah oui. Ça te fait rire, toi ? Oui, ça me fait rire. Après, pour l'instant, j'ai pas encore eu des énormes explosions de rire. Mais bon, on a déjà établi que les sitcoms, c'est pas le truc que je préfère dans la vie. Mais oui, je comprends pourquoi c'est culte. En fait, la manière dont ils pointent du doigt des trucs très spécifiques, des galères quotidiennes, et notamment des galères new-yorkaises, ce que j'apprécie beaucoup, mais juste de n'importe quel jeune trentenaire un peu en galère qui cherche un appart, qui doit payer le loyer, qui doit trouver une table dans un resto, enfin dans une grande ville. C'est en fait hyper reconnaissable pour n'importe quelle personne qui regarde, et c'est fait avec beaucoup d'intelligence et d'humour, donc je comprends parfaitement pourquoi ça a eu beaucoup de succès, quoi. Et toi, ça te fait rire, Marie ? Moi, c'est marrant, ça me fait moins rire que Friends, par exemple. On va en parler. Je trouve que la série est plus audacieuse par plein des aspects que Friends. Mais en fait, elle me fait de plus en plus rire au fur et à mesure de revoir les épisodes parce que je pense que j'ai bien pris le rythme de la série. Mais avant, ça me faisait plus sourire, un peu comme les cartoons du New Yorker, quoi, où il y a un côté genre un peu oui, d'accord, une bonne observation. Là, il y a vraiment, en fait, George me fait rire aux éclats, et parfois Elaine aussi. Mais c'est vraiment George, c'est celui qui peut me faire vraiment mourir de rire, quoi. Ce qui est intéressant avec Seinfeld, c'est que ce qui est connu sur la série, c'est que it's a show about nothing, donc c'est une série sur rien. C'est pas vraiment une série sur rien, en vrai. Enfin, rien ne peut être sur rien. Ils fabriquent pas d'intrigue pour faire agir leurs personnages, en fait. Et il y a pas vraiment de propos dans la série, quoi. Déjà, surtout, c'est pas sérialisé, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas d'arc narratif qui dure au-delà d'un épisode, de ce que j'ai vu. Il y a des petits trucs, mais ça, pour moi, ça, c'était le cas de toutes les sitcoms à l'époque. C'est-à-dire que si tu regardais, à part, oui, c'est vrai, Cheers avait des Will Day, One Day entre... Bah ouais, c'est ça. Et puis même Friends, qui a partagé quelques années avec, ou qui se chevauchait, il y avait quand même des arcs narratifs, des couples créés. Enfin là, il y a vraiment... je pense que c'est à la fois l'avantage et la limite du truc, c'est que... toute intrigue est contenue à l'épisode, et tu sais, quoi qu'il arrive dans l'épisode, tu sais que ça va pas vraiment être un problème, en fait. Qu'il y aura jamais de conséquences à quoi que ce soit dans la série, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas d'enjeu sur plusieurs épisodes, même s'il y a des gags récurrents ou des personnages récurrents qui reviennent. Il y a toute une intrigue, par exemple, autour d'une série qui développe, qui est une série en fait qui s'appelle Jerry. Donc c'est Seinfeld, en fait, le développement de Seinfeld dans Seinfeld, très méta. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'enjeu au niveau des personnages ou au niveau du développement de l'intrigue, quoi. Moi, c'est vrai que assez vite, j'ai pris ce pli-là en me disant, quoi qu'il se passe dans l'épisode, au final, c'est jamais grave et il y aura jamais de conséquences vraiment importantes à quoi que ce soit. Jusqu'au final. Et en fait, moi, je trouve ça très relaxant. Parce qu'il n'y a pas de quiproquo. Oui, il y en a, mais c'est pas des quiproquos où il n'y a aucun enjeu, en fait. C'est juste drôle, quoi. Enfin... Non, mais c'est ça. Il n'y a jamais de tension, il n'y a jamais de danger, il n'y a jamais de risque. Comme c'est parce que dans Friends, il y en a. Oui, et puis c'est surtout, en fait, bon, on va en parler, mais c'est des personnages qui sont pas très aimables. On n'a pas envie de les voir réussir, on aime bien les voir échouer, parce que c'est ça qui est drôle. Par exemple, George est vraiment comme ça. Et en fait, George, il a plein de quiproquos, au final. Il a plein de moments où il se fait passer pour quelqu'un d'autre.
Mais on a envie de le voir se planter. En fait, c'est ça qu'on attend même. Donc, il n'y a pas cet enjeu de se dire « Oh non, qu'est-ce qui va lui arriver ?» qu'il peut y avoir dans Friends ou que tu pouvais ressentir dans des moments comme ça, quoi. Comme il n'y a pas cette continuité narrative sur le long terme, c'est pas comme, on a souvent parlé de Rachel qui se développe en fait vraiment de saison en saison, qui construit une carrière. Donc en fait, on sait que par exemple, quand Ross met en danger sa carrière en lui faisant des trucs au bureau avec son nouveau patron, ça peut avoir des conséquences sur tout le reste de la vie de Rachel, entre guillemets. Alors que là, dans Seinfeld, on a l'impression que leur vie est toujours contenue aux 20 minutes de l'épisode, mais que ça va jamais rien changer après. Il y a le seul truc, moi, dans ce que j'ai vu, où George perd son boulot. Et donc ça, ils y font référence après au fil de la série, de la saison qui suit. Mais on s'en fiche un peu parce que c'est des personnages qui sont vraiment pas... on les sent jamais traverser quelque chose de douloureux ou de vraiment irrémédiable, en fait. Il y a quand même une progression des personnages, mais en fait, ils s'améliorent pas, ils s'empirent. Et c'est vrai que, pour moi, vraiment, la clé du truc, c'est qu'il y a des intrigues qui sont suivies sur le long cours, mais c'est juste des sources de comiques, en fait. Tout est une source de blagues dans Seinfeld, rien n'est pris au sérieux. C'est vraiment ça, la différence avec d'autres sitcoms comme Friends ou comme Cheers ou même comme Le Prince de Bel-Air, où il peut y avoir des moments d'émotion très, très forts. Là, vraiment, c'est une série très cynique, en fait. Bon, on va passer dans le détail des personnages. Il y en a beaucoup en vrai, mais les 4 personnages principaux. On a d'abord Jerry. C'est une série éponyme. C'est joué par Jerry Seinfeld et le personnage s'appelle Jerry Seinfeld et il joue un humoriste. Donc, il se joue lui-même très clairement. Et la caractéristique de Jerry Seinfeld, c'est qu'il ne sait pas jouer la comédie. C'est très clair dans cette série. Mais je ne sais pas ce que tu as pensé du personnage et du jeu d'acteur aussi de Jerry Seinfeld. Son jeu d'acteur, je le trouve extrêmement charmant. Parce que ça me rappelle SNL, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de se retenir de rire. Oui, c'est ça qui est marrant. Et donc, moi, honnêtement, c'est sans doute mon moment préféré de la série, en fait, pour l'instant, c'est de le voir toujours s'amuser du talent des gens autour de lui. Il y a quelque chose de, pour le coup, très méta, mais d'une manière qui est très satisfaisante. Ce qui m'a surprise, c'est qu'en fait, moi, mon seul contact avec Jerry Seinfeld avant de commencer la série, c'était sa série qui s'appelle Comedians in Cars Getting Coffee, donc des humoristes dans des voitures qui prennent du café. J'avais regardé ça il y a quelques années, ça m'avait pas trop plu, parce que vraiment, alors là, si on parle d'une série sur rien, tu peux pas faire plus sur rien que ce truc. Je connaissais pas forcément son ton, donc j'avais pas forcément compris toute l'ironie qu'il y avait dedans, mais il commence en fait avec des focus sur les voitures, puisqu'en fait, il utilise une voiture de course différente dans chaque épisode. Et donc, il dit, ouais, elle a 148 000 chevaux et elle a été fabriquée en Allemagne. Et j'étais là, mais c'est qui ce douchebag, en fait? C'est un humoriste, mais il fait que parler de voitures et de café. Et où est-ce que le café a été cueilli? On aurait dit vraiment un hipster, en fait, insupportable. À l'époque où les hipsters faisaient partie de la conversation. Et il avait l'air un peu froid. Et donc là, j'ai été très surprise en voyant Seinfeld parce que c'est le plus chaleureux du groupe, je trouve. Et c'est aussi le plus gentil. Et c'est un peu le straight man, en fait, de la série. C'est-à-dire qu'il est entouré de fous et de gens qui sont vraiment très idiosyncratiques et qui pètent des câbles très facilement, qui ont des personnalités complètement délirantes. Et lui, il est toujours un peu à s'étonner des caractéristiques de ses proches, même si lui-même peut se comporter aussi comme un abruti ou un connard. Et donc, c'est le personnage le plus sympathique, en fait, et le plus charmant au premier abord, puisqu'il fait jamais rien de mal par rapport aux autres, au moins. Il est aussi focalisé sur des trucs hyper étranges, comme la taille des mains de sa date qui a des mains d'homme, soi-disant, et il va focaliser là-dessus, il peut plus être avec elle. Moi, ça me fait marrer, en fait, de le voir. On le voit tellement souvent, en fait, se retenir de rire, que c'est vrai qu'il y a un côté, en plus, t'as l'impression d'être au théâtre, quoi, parce qu'il y a un côté un peu live, justement, comme tu dis, avec SNL, qui fait pas très sitcom. Ça arrive, par exemple, dans Friends, il y a peut-être 3-4 moments dans toute la série où ça arrive. Là, ça arrive à chaque épisode. Il est vraiment nul pour se mettre dans la peau d'un personnage. Mais heureusement qu'il se joue lui-même, mais même en se jouant lui-même, il ne sait pas jouer. Donc c'est très très drôle parce qu'il est là. Ah ouais. Il a vraiment des intonations, rien ne va, mais il est. De toute façon, c'est lui qui a coécrit la série avec Larry David. Larry David est parti au début de la saison 7. Il a vraiment, c'est sa patte, c'est son bébé et tout ça. Donc il a toute sa place évidemment là-dedans. Mais c'est marrant parce qu'il est vraiment entouré d'énormes talents et que lui, il brille pas forcément en tout cas par ses talents de comédien, mais il le sait très bien. Il fait beaucoup de blagues là-dessus. Donc oui, non, c'est ça. Moi, je le trouve du coup très attendrissant. Il a plus souvent le beau rôle, je trouve, dans les épisodes que j'ai vus que les autres. Où là, par exemple, je regardais celui où on lui donne un stylo. Et en fait, après, tout le monde l'accuse d'avoir voulu prendre le stylo et dit ah bah non, c'est pas de ma faute. Chez ses parents en Floride. Ouais, voilà.
Et en fait, il y a plein de moments comme ça où c'est un peu, il lui arrive des galères plutôt que c'est ça, lui c'est qui qu'en les provoque. fait, c'est quoi. marrant, on va parler du final, mais le final, c'est un procès pour tous les trucs mauvais qu'ils ont fait. Et en fait, en général, Jerry, même dans le procès, tu t'en rends compte, c'est qu'il fait pas des choses mauvaises volontairement, par méchanceté, mais en général, il est tout le temps mêlé à des rebondissements un peu inattendus où il se retrouve dans des galères, quoi. Et un peu malgré lui à chaque fois, et parfois même en partant d'une bonne volonté, mais un peu égoïste, parce qu'il est quand même narcissique et égoïste, quoi. Ça va engendrer des conséquences qui sont hyper malheureuses, quoi. Non, c'est ça, il a le beau rôle et il est souvent à raisonner les autres aussi, à leur dire « mais tu vas quand même pas faire ça, mais tu vas quand même pas faire ci ». Et donc, c'est vrai qu'il paraît plus sympa que les autres qui font vraiment, vraiment très antipathiques. Justement, passons à George Costanza, qui est joué par Jason Alexander, qui, je pense, est... c'est mon âme sœur. Je plaisante. Mais c'est vraiment, je l'adore. Il y a très peu de personnages de sitcom qui me font autant rire que George, et je regarde Seinfeld principalement pour lui et Elaine. Que penses-tu de George ? Je l'adore. Je le trouve très drôle, très attachant. On avait parlé... Attachant, ouais. C'est marrant parce qu'il y a quelques épisodes, tu parlais du fait que ça t'amusait beaucoup parce que je t'avais dit que tout le monde était sexy dans Seinfeld, y compris lui. Et je maintiens qu'ils ont tous... Enfin voilà, moi, les poils de torse, c'est toujours un grand plus. Mais j'avoue que plus je progresse dans la série, plus je vois quand même... Enfin, son personnage n'est pas du tout attirant. Il est radin, il est colérique. Je pense que c'est celui qui tient la plus grosse couche quand même du lot. Il fait vraiment jamais rien de bien. Et puis, il a un tempérament, enfin, il s'énerve pour rien. Mais c'est très, très drôle. Et il a un accent aussi qui est... très new-yorkais, il a un accent. Voilà, en fait, c'est un personnage haut en couleur. Et donc, forcément, ça marche très bien. Et puis, il est attachant. Who are you, George Costanza? I'm the opposite of every guy you've ever met. It's not you. It's me. You're giving me the it's not you, it's me routine? I invented it's not you, it's me. Nobody tells me it's them, not me. If it's anybody, it's me. All right. George, it's you. You're damn right it's me. Shut your trap and stop kicking the seats! We're trying to watch the movie! And if I have to tell you again, we're gonna take it outside and I'm gonna show you what it's like! You understand me? Now shut your mouths or I'll shut them for you. And if you think I'm kidding, just try me. Try me. Because I would love it! Deux choses. Il est basé sur Larry David. C'est vraiment le personnage dans lequel il a mis le plus de lui-même. Et souvent aussi, les anecdotes ou les intrigues qui arrivent à George sont inspirées de la vie de Larry David. Donc, je sais pas ce que... Enfin, c'est surtout sa névrose, en fait. Et ses névroses. Moi, ce que j'adore, c'est les parents aussi de George. Je sais pas si tu les as rencontrés. Ouais. Oui, les parents de George et les parents de Seinfeld, je les adore. Ouais. Ils me font vraiment mourir de rire. Moi, George, je m'identifie beaucoup avec lui parce qu'il connaît toutes les toilettes publiques de New York, et c'était mon cas aussi. Et il a aussi des répliques du genre, il s'habille toujours pareil, mais en même temps, c'est tous les jours différent parce que c'est selon son humeur, mais en même temps, personne ne s'en rend compte, mais lui, il le sait. Voilà. C'est marrant parce que tu m'avais dit que tu t'identifiais beaucoup à lui, mais moi, je te vois pas trop comme ça. J'espère, parce qu'il est assez horrible. Je m'identifie plus à Elaine, en vrai, mais... Ouais, c'est ça, parce que George a quand même un côté très Calimero qui me rappelle un peu Ross dans Friends, même si leur énergie est très différente. George, c'est quelqu'un qui contient beaucoup de colère en lui. Ce que j'aime beaucoup, en fait, ce que j'aime avec tous les personnages aussi, c'est que par rapport à d'autres personnages de sitcom, c'est que je les trouve tous très actifs. Ils sont très assumés dans leur personnalité. Il y en a aucun qui a une personnalité passive. Et du coup, ça, j'aime bien parce que je pense que c'est nécessaire pour une série où il se passe pas grand-chose. Oui, bien sûr. Mais j'aime bien ça, quoi. Justement, il n'y a pas de quiproquo, de machin, parce qu'en fait, ils sont constamment en train de communiquer, de se disputer. Donc, il n'y a pas le truc des non-dits qu'on va retrouver dans plein d'autres sitcoms. C'est toujours un peu rentre-dedans. Mais il me rappelle quand même un petit peu Ross dans le côté... il broie du noir en permanence, en fait. Enfin, il n'y a jamais rien qui va, il y a toujours une raison de se plaindre. Et moi, je te vois pas du tout comme ça. Donc, c'est vrai que moi, c'est le truc principal que j'identifie à George pour l'instant, de ce que j'ai vu. Mais après, moi, quand je m'identifie à lui, c'est plus sur des petits moments un peu de névrose ou idiosyncratique, tu vois, où je m'identifie spécifiquement. Mais je pense que c'est le talent de la série, en fait. C'est qu'il y a plein de petits moments où tu vas t'identifier, même si c'est des personnages qui, dans leur ensemble, j'espère qu'on s'identifie pas à l'un d'entre eux complètement, parce que ça veut dire que, il faut aller voir un psy, quoi, très clairement. Mais moi, je me projette. Je me dis, je veux ressembler à telle personne.
Je me dis, les posts BuzzFeed sont un peu l'héritage distant. Les posts BuzzFeed de notre époque à BuzzFeed, où c'était vraiment des trucs sur l'identité, genre XX choses que vous reconnaîtrez si vous êtes telle chose ou telle chose, et ça pouvait être très spécifique. Et en fait, Seinfeld est très bon là-dedans. C'est une très bonne série pour ça, parce que ça touche à des petits moments du quotidien qui ont l'air complètement anodins, et ça montre tout l'humour dedans et tout aussi la colère que ça peut provoquer, en fait. Oui, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de ce qui est très reconnaissable dans tous les trucs qui pointent du doigt, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça m'a fait penser au post à succès de BuzzFeed, et effectivement que nous, on a beaucoup pratiqué. Et donc, je comprends évidemment le succès culte d'un truc comme ça, parce que tout le monde se reconnaît dans les petits trucs qu'on voit rarement en plus représentés à la télé. Enfin, par exemple, un des tout premiers épisodes de la série où ils sont en train de se disputer pour un appart qui s'est libéré de manière complètement miraculeuse. Quand on a galéré dans une grande ville à trouver un appart qui soit à la fois bien, pas trop cher, etc., c'est tellement reconnaissable, et j'avais vraiment jamais vu ça, parce qu'on parle toujours, notamment des appartements new-yorkais, qui sont pas représentatifs de la réalité, du fait qu'ils sont toujours immenses, etc. Et donc là, voir un truc comme ça dans une sitcom, j'ai trouvé ça génial. C'est marrant parce que Broad City, par exemple, avait été salué pour ça, mais il y a des épisodes qui sont sur il faut trouver un climatiseur, et Kramer a un bon plan pour trouver un climatiseur et l'installe, mais sans le fixer bien, ce qui est la peur de tout New-Yorkais, parce qu'on sait que ça peut tomber sur quelqu'un, et évidemment, ça tombe sur quelqu'un. Donc, il y a vraiment... Ou sur un chien, je crois, c'est horrible. C'est de l'humour d'observation très spécifique qui fonctionne hyper bien. Hélène Bénès, moi, je l'adore. Bah, pour le coup, là, c'est beaucoup plus toi. Oui. Elle a une impatience qui est très marrante. Puis, je pense vraiment que Julia Louis-Dreyfus est la plus talentueuse du casting. Elle est impressionnante. On l'adore aussi toutes les deux dans VIP. C'est un talent comique assez indescriptible. Et là, en fait, même quand elle n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, elle en fait des miracles. Elle est vraiment impressionnante. T'es arrivée à l'épisode de Sa danse ou pas ? Non, je crois pas. Ah, non, là, le dernier que j'ai vu, où du coup, ils sont en Floride avec les parents de Jerry, c'est marrant parce qu'elle fait juste que crier Stella à la fin, parce qu'elle est défoncée. Et c'est trop drôle, en fait. C'est juste, alors, c'est pas drôle en soi, mais quand Julia Louis-Dreyfus le fait, c'est drôle. Et en fait, c'est ça pour beaucoup de scènes qu'elle a, où je me dis, honnêtement, n'importe qui d'autre, ça me ferait pas du tout rire, mais le fait qu'elle le fasse, c'est exceptionnel. Pour la petite histoire, en fait, elle est pas dans le pilote, parce que à l'origine, il n'avait pas de personnage féminin dans Seinfeld, et ça a été une note de la chaîne de télé qui leur a demandé de rajouter une femme. D'ailleurs, des années plus tard, il y a quelques années, Julia Louis-Dreyfus a eu le prix Mark Twain, c'est le prix de la comédie qui reconnaît toute une carrière, et en général, ça se passe à Washington, D.C., et il y a plein de gens de l'entourage de la personne qui ont travaillé avec la personne qui viennent lui rendre hommage. Et Jerry Seinfeld avait fait un discours hyper émouvant, honnêtement, ça me fait pleurer à chaque fois, où il dit que c'est la meilleure note de chaîne qui a jamais été faite de toute leur vie. Il disait c'était tellement agréable, en fait, tu lui donnais n'importe quoi, elle le tournait en quelque chose de génial et hyper drôle, et qu'il était tout le temps émerveillé et complètement fasciné par elle et par son talent, quoi. Ouais. Et tu le vois à l'écran, en fait, tu vois qu'elle le fait beaucoup rire. Et c'est vrai que c'est une espèce de force. Elle est petite, mais elle est totalement... elle est hyper énergique. Moi, j'adore, justement, c'est pour ça que j'ai écrit sur elle dans Les Anti-héroïnes, parce qu'elle a un côté un peu agressif, un peu revêche, justement. C'est pour ça qu'on l'avait mis là-dedans, où elle va pousser les gens de façon un peu agressive, où elle va les envoyer péter, ou des choses comme ça. Mais en même temps, elle est hyper charmante, quoi. Et elle est... tu comprends que c'est l'atout charme du groupe, tout en étant tout aussi horrible que les autres, quoi. Et ensuite, on a... Je crois que c'est ton préféré. C'est de loin mon préféré. Kramer. Kramer, c'est l'homme de ma vie, en fait. Oh. Mon Dieu. Je l'adore. Tu disais que toi, tu regardais principalement la série pour George. Moi, je regarde principalement la série pour Kramer. C'est vraiment ça qui me fait revenir d'épisode en épisode. C'est marrant parce que moi, c'est vraiment celui qui me fait moins rire, quoi. Après, je comprends ce que j'entends depuis très longtemps. C'est une expression que j'ai souvent entendue en anglais, où quand on dit il y a trop de Kramer dans un truc, parce qu'il faut vraiment bien le doser, parce qu'il est tellement intense et tellement déconnecté de toute réalité que, effectivement, je pense que si tu lui accordais plus de place dans la série, ça déséquilibrerait vraiment le tout. Et c'est même parfois déjà un petit peu le cas. Quand il est un peu trop présent, ça manque de basculer parce qu'il est trop. Il est vraiment too much. Mais moi, justement, j'aime cette énergie. C'est quelqu'un qui déborde de vie et d'enthousiasme. Et je trouve ça tellement génial, justement, parce que les autres... Il est attendrissant, c'est vrai. Il est attendrissant, et puis surtout, il est sympathique, il est hyper positif, en fait. C'est-à-dire que les autres sont tous un petit peu quand même à se plaindre et à râler ou à être énervés. Lui, de ce que j'ai vu, évidemment, pour l'instant, la comédie de ce personnage n'est jamais basée sur le fait qu'il soit énervé ou qu'il lui
arrive voilà, vraiment des misères. C'est au contraire qu'il est tout le temps en train de proposer des trucs farfelus, de faire des choses qui ne viendraient à l'esprit de personne, d'avoir des magouilles un petit peu bizarres. Alors donc je peux comprendre aussi le côté peut-être un petit peu dégoûtant à la longue du personnage parce que parfois il en fait un peu des caisses puis il est tout le temps en train de draguer les meufs de manière un peu glauque quoi. Donc ça je l'adorais au début et puis je pense que très vite ça va me saouler. Ouais, honnêtement c'est même pas ça, c'est plus son énergie. Moi, j'adore. Il a don't une vibe with énergie. it quoi. Enfin c'est vraiment pas la mienne quoi. Moi la mienne c'est vraiment celle de George ou Elaine quoi. Enfin, non moi il a une énergie qui est tellement chaotique mais en même temps tellement positive. C'est ça que j'adore, c'est qu'il est toujours il amène pas des problèmes, il amène des solutions. Non, tu plaisantes ou quoi? Et tous les autres personnages, c'est les problèmes. Non, Kramer, c'est la solution. Il pense qu'il amène des solutions et au final, il amène plus de problèmes. C'est possible. En général, honnêtement. Il essaie de trouver des solutions et ces solutions sont tellement pétées que ça crée plus de problèmes. Il a plein de choses que j'aimerais avoir dans la vie. Il est insouciant. Et il n'y a jamais un problème qu'il n'imagine pas être réglable, en fait. Et donc, peut-être qu'effectivement, il n'arrive pas à les régler, mais tu as l'impression que lui, il n'a jamais de problème dans la vie. Tout lui va, quoi. Et il est là, ouais, je vais jouer au golf sur la plage, et j'ai trouvé ce truc par terre, et il m'est arrivé ci, et il m'est arrivé ça, et il mord la vie à pleines dents. Et moi, ça, j'adore. Well, there's nothing like a cold one after a long day, huh? Oh, yeah. I've been known to drink a beer or two. But then again, I've been known to do a lot of things. Cigarette? No, I never touch them. Well, I suck them down like Coca-Cola. Well, here's to feeling good all the time. Il est inspiré par le voisin de Larry David à New York qui s'appelle vraiment Kramer et qui a donné d'ailleurs dans le pilote à l'origine, le nom n'était pas Kramer, c'était Cresper ou un truc comme ça parce qu'ils n'avaient pas encore les droits, ils avaient peur d'être poursuivis en justice. Et au final, il a autorisé l'utilisation de son nom de famille. En plus, l'acteur est extrêmement grand. Moi, je le trouve très charmant. Oui, il est pas mal, mais enfin bon, c'est juste qu'il fait. Pour moi, on dirait qu'il s'est pas douché depuis 2 jours en fait. Ah, moi je trouve pas. C'est juste qu'on dirait qu'il s'est fait exploser un bâton de dynamite dans la bouche. Ouais. Ça, c'est sûr. Et on dirait vraiment un savant fou en fait. Il a les cheveux qui arrivent. Et d'ailleurs, il y a un épisode où il est bien coiffé. Et j'étais là, waouh. Il est vraiment beau gosse en vrai, l'acteur. Même la manière dont il ouvre la porte à chaque fois, il ouvre jamais la porte normalement. Il glisse et il manque de trébucher. Mais ça, c'est devenu tellement culte ces entrées-là qu'en fait, t'entends à chaque fois le public qui fait ouh quand il arrive, et ça c'est plus dans les saisons plus tard parce que c'est devenu un tel gag récurrent, ces entrées un peu grandioses comme ça, que t'as vraiment le public qui réagit mais qui l'ovationne en fait quand il rentre dans la pièce quoi. Bah c'est ça, moi tu m'avais dit qu'il se produisait ça et pour l'instant c'est pas le cas dans les épisodes que j'ai vus, mais j'attends avec impatience parce que moi c'est un peu ce que je fais sur mon canapé à chaque fois qu'il entre dans la pièce. Je suis là, yes, il y a Moi j'avais même pas remarqué qu'il rentrait comme ça jusqu'à ce qu'il commence à l'ovationner pour ça. J'étais ah ouais. Il y a aussi beaucoup de personnages secondaires qui sont très cultes, en général, pour beaucoup. On a parlé des parents de George et des parents de Jerry. T'as des personnages préférés, toi, dans les personnages secondaires ? Bah, le truc, c'est que j'en ai pas encore vu assez. Et par exemple, comme j'ai vu le final, j'ai vu plein de personnages secondaires sans savoir ce qui les avait rendus si intéressants, puisqu'on voit des flashbacks qui font revenir un petit peu tous les personnages qui ont marqué la série. De ceux que j'ai vus, et je pense que c'était aussi un des plus populaires dans le final, c'est le flic de la bibliothèque. Oui, j'allais le dire, moi, c'est un de mes préférés. Il est tellement génial. Philip Baker Hall, qui est un acteur en plus qui est hyper reconnaissable, qui a joué dans énormément de choses et qui a une voix très reconnaissable et qui joue en fait de manière très sérieuse un rôle qui est totalement ridicule. Oui, puis on dirait un inspecteur de film noir en fait. C'est ça. Il lui parle vraiment genre écoute-moi petit gars, tu crois que j'ai pas capté ton jeu ? Oui, c'est ça. On me la fait pas comme ça à moi. Ouais, il parle que en cliché et que en cliché de détective de film noir. You took this book out in 1971. Yes, and I returned it in 1971. Yeah, 71. That was my first year on the job. Bad year for libraries. Bad year for America. Hippies burning library cards. Abby Huffman telling everybody to steal books. I don't judge a man by the length of his hair or the kind of music he listens to. Rock was never my bag. But you put on a pair of shoes when you walk into the New York Public Library, fella. Look, Mr. Bookman. I returned that book. I remember it very specifically. You're a comedian. You make people laugh. I try. You think this is all a big joke, don't you? No, I don't.
C'est hilarant. Enfin, vraiment, j'ai adoré cet épisode et ce personnage. Parce qu'en fait, il enquête sur le fait que Jerry a un livre qu'il doit à la bibliothèque depuis 25 ans. Je connais ça. Moi aussi, en fait, moi, j'ai un livre de mon CDI que j'ai emprunté en 6e et que j'ai toujours dans ma bibliothèque. Donc, je me disais, ce serait trop marrant si Philippe Becquerel s'il venait pour m'arrêter. Mais non, enfin, ce personnage est génial. Et après, de ceux que j'ai vus, j'ai adoré l'épisode que tu m'avais recommandé parce qu'il n'était pas dans les best-of que tu m'avais envoyé, de la meuf qui veut pas donner du papier toilette à Hélène. Et qui est aussi qui travaille à un téléphone rose. Et en fait, elle est au centre de toutes les intrigues de l'épisode, mais sans que les personnages sachent que c'est la même personne en fait dont ils parlent. Et elle est vraiment très très drôle. Excuse me, I'm sorry. This is kind of embarrassing, but there's no toilet paper over here. Are you talking to me? Yeah, I just forgot to check. So if you could spare some. No, I'm sorry. What? No, I'm sorry, I can't spare it. You can't spare it? No, there's not enough to spare. Well, I don't need much. Just 3 squares will do it. I'm sorry, I don't have 3 squares now, if you don't mind. 3 squares? You can't spare 3 squares? No, I don't have a square to spare. I can't spare a square. Well, is it 2-ply? Because if it's 2-ply, I'll take 1 ply. 1 ply. 1 puny little ply. I'll take 1 measly ply. Look, I don't have a square and I don't have a ply. No, I beg you. Et elle est jouée par Paget Brewster, qui après a joué dans Esprit criminel. Elle est devenue connue. D'ailleurs, il y a plein d'apparitions. Terry Hatcher aussi, qui après a joué dans Lois et Clark et qui a joué dans Desperate Housewives, joue une copine de Seinfeld. Donc, il y a beaucoup de personnages secondaires, mais moi aussi, l'enquêteur de la bibliothèque, parce que j'ai revu l'épisode là aussi, c'est un de mes préférés. Et puis vraiment, les 2 parents de George, surtout la mère, c'est bijou, quoi. Le père m'a fait plus rire dans le final que la mère. Et le père de George, d'ailleurs, est joué par Jerry Stiller, qui est mort récemment et qui est le père de Ben Stiller. Voilà. Et qui est culte pour ce rôle, mais qui a joué dans plein d'autres séries. Mais c'est vraiment le rôle qui a marqué les esprits. Et quand il est mort, tout le monde en parlait. D'accord. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as reconnu aussi la mère de Laura Palmer dans le final. Bien sûr. J'ai noté, parce que du coup, comme en voyant le début du final, je comprenais pas quel était le procédé de l'épisode. Donc, je comprenais pas pourquoi on voyait tous ces gens, puisque je ne les avais jamais vus avant. Et donc, j'étais là, pourquoi il y a juste un plan de coupe de Grace Zabriskie qui se balade avec une valise. Et après, j'ai compris que c'était des personnages récurrents, qui faisaient revenir, quoi. Mais oui, j'étais très surprise et très contente de la voir. C'est la mère de la fiancée de George qui meurt en léchant des enveloppes. On s'est dit qu'on allait faire un petit focus sur... je me suis dit honnêtement qu'on allait faire un petit focus sur 2 épisodes cultes et sur le final qui, pour le coup, n'est pas très culte. Mais je voulais parler de 2 épisodes en particulier qui sont rentrés dans les annales. D'abord, il y a le The Chinese Restaurant, qui est un épisode bouteille, un bottle épisode, qui se déroule en temps réel alors que 3 des 4 personnages principaux, parce que Kramer n'est pas dedans, et il n'est pas dedans parce que à l'époque où l'épisode se déroule, Kramer ne sortait un peu jamais de l'appartement. C'était un peu le principe du personnage aussi, il était toujours dans l'appart et c'est que plus tard dans d'autres saisons qu'il va commencer à avoir des aventures à l'extérieur. Cool. Ouais. J'ai hâte. Et donc, il n'est pas dans cet épisode, c'est vraiment Jerry, George et Elaine qui attendent une table au restaurant chinois. Et ils ont 20 minutes d'attente. Et donc, c'est le temps, littéralement, de l'épisode. On leur dit 5 minutes au départ, mais ça dure 20 minutes. Et c'est très stressant puisqu'ils doivent voir un film après. Et plus le temps passe, plus ils se disent on va peut-être rater le film. Et oui, ça m'a rappelé l'épisode de Friends, le fameux où ils doivent partir. Oui, où personne n'est prêt. Celui où personne n'est prêt, qui est vraiment pompé un peu sur le principe de The Chinese Restaurant. Et cet épisode-là, NBC n'en voulait pas du tout. Ils ont pratiquement refusé de le diffuser. Ils voulaient rajouter une intrigue. Ils comprenaient pas le principe du truc parce qu'ils trouvaient qu'il se passait rien. Et Larry David a menacé de démissionner, de quitter la série s'il touchait à un cheveu de l'épisode. Et l'épisode est depuis devenu culte. Toi, t'en as pensé quoi quand tu l'as vu ? Moi, je pense que ce qui m'a le plus plu, c'est que c'est un des épisodes où il y a un élément que j'aime beaucoup dans la série, qui sont en fait des longs monologues comiques d'un ou plusieurs personnages. Je trouve que c'est quelque chose de... Tu parles duquel ? Celui de George, qui raconte comment il a dû mettre fin à un rapport sexuel parce qu'il avait très envie de faire caca. We start to fool around, and it's the first time, and it's early in the going, and I begin to perceive this impending intestinal requirement
whose needs are going to surpass by great lengths anything in the sexual realm. So I know I'm gonna have to stop. And as this is happening, I'm thinking, even if I can somehow manage to momentarily extricate myself from the proceedings and relieve this unstoppable force, I know that bathroom is not going to provide me with the privacy that I know I'm going to need. This could only happen to you. So, I finally stop and say, Tatiana, I hope you don't take this the wrong way, but I think it would be best if I left. You said this to her after? No. During. Oh boy. Yeah. Wow. Et c'est extrêmement bien écrit et surtout, en fait, j'aime beaucoup le rythme parce qu'il parle pendant très longtemps et il raconte ça et en fait, il le raconte comme si c'était une épopée, en fait, vraiment une aventure épique. Et il y a Hélène qui fait ça dans un autre épisode où elle raconte comment elle a voulu conduire un mec à l'aéroport dont elle voulait se débarrasser et il y avait des bouchons. Et en fait, c'est des moments que j'adore parce que c'est un rythme que j'ai l'impression de pas souvent retrouver dans des sitcoms où justement on est plus habitué aux coupes très rapides, aux mockumentaires, à la répartie un peu en ping-pong entre les personnages. Et donc là, avoir des acteurs et des personnages qui brillent comme ça où pendant 2 minutes ils sont en train de faire un monologue, je trouve ça vraiment excellent. Et donc ça, c'est un des premiers moments dans mon visionnage de la série où je me suis dit, waouh, là, c'est vraiment exceptionnel et ça casse un petit peu les codes que j'ai l'habitude de voir à la télé. Pour moi, vraiment, le monologue de George, c'est le truc qui me fait le plus rire dans l'épisode. Après, j'adore aussi Elaine, qui est tellement affamée qu'elle veut piquer des trucs sur la table des gens et tout ça. Mais vraiment, le monologue de George, je le trouve tellement drôle. Mais c'est vrai que cet épisode, il est brillant parce qu'il est millimétré. Et en fait, ce qu'avait répondu Larry David aussi quand on lui avait dit que rien ne se passait, il était, mais si, il y a des choses qui se passent. Elaine a faim et fait un pari d'aller manger sur la table de quelqu'un. George attend un coup de fil, veut pouvoir téléphoner. Et Jerry se demande qui est cette femme qui voit au loin. Et en fait, c'est des petits trucs, mais en même temps, c'est vrai que ça tient en haleine pendant tout le long, que c'est très bien écrit, c'est hyper bien interprété, tu sens qu'il s'éclate. Et ça, c'est un truc que tu sens pendant toute la série. En fait, tu sens que les comédiens entre eux adorent travailler entre eux et s'amusent les uns les autres. Donc, c'est hyper agréable à voir, quoi. Et c'est vraiment devenu, un épisode qui a un peu changé la face de la télé et des sitcoms parce que déjà, ça a fait complètement accepter le statut de Seinfeld comme une série qui ne parle de rien, ce qui n'était pas le cas avant parce que le studio, la chaîne vraiment luttait un peu contre ça, alors que là, ça a été une déclaration un peu de la série de dire et des créateurs de dire vraiment c'est sur rien et la chaîne n'a pas compris mais a quand même diffusé l'épisode. Et ça a été un pari qui a été complètement gagné. Donc, c'est un épisode qui contient en 20 minutes un peu tout le propos de Seinfeld, qui est une série sur des petits moments anodins, mais qui monte en épingle grâce à une écriture assez brillante et à un jeu d'acteur assez bluffant, quoi. Mon seul regret, c'est qu'il n'y a pas Kramer. Il y a un autre épisode où, pour le coup, il y a Kramer, qui est aussi un bottle épisode, qui est l'épisode dans le parking. Ils passent tout l'épisode, en fait, à chercher leur voiture dans un parking. Alors ça, pareil, tout le monde a attendu une table pendant plus longtemps que prévu au resto. Et tout le monde a cherché une voiture dans un parking souterrain à plusieurs niveaux. Et là, en fait, tout l'épisode est passé à chercher la voiture. Il y en a beaucoup qui le préfèrent à l'épisode du restaurant chinois. Moi, je le trouve un tout petit peu moins bien, mais il est quand même très, très bon. Surtout la fin, où ils essaient de démarrer la voiture et la retrouvent enfin. La voiture ne démarre pas, c'était pas prévu dans le script. Elle devait démarrer. En fait, la voiture n'a vraiment pas démarré quand ils ont essayé de la démarrer. Et ils se sont dit que c'était une fin bien plus drôle. Donc, Cet épisode m'a beaucoup fait rire aussi. Et aussi parce que je pense que c'est le premier que j'ai vu où justement ils sont tous en vadrouille à l'extérieur, avec Kramer. Le deuxième épisode dont je voulais parler, troisième vu qu'on a parlé du parking garage, mais c'est The Contest, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de Seinfeld. Moi, je pense que c'est mon préféré, c'est pas très original. C'est un épisode où tout le principe, c'est qu'il décide de faire un pari, de ne pas se masturber et de voir qui va durer le plus longtemps. All right, I'll tell you this though. I am never doing that again. What? You mean in your mother's house or all together? All together. Give me a break. Right. Wait, you don't think I can? No chance. You think you could? Well, I know I could hold out longer than you. Care to make it interesting? Sure, how much? $100? You're on. I want to be in on this too. Oh, no. Full level
playing It's a different thing because you're a woman. So what? It's easier for a woman not to do it than a man. We have to do it. It's part of our lifestyle. Et ce qui est assez brillant dans l'épisode, c'est qu'à aucun moment, il ne mentionne le mot se masturber, parce qu'évidemment, c'était sur une chaîne publique et de grande écoute, enfin une chaîne du network américain. Mais on comprend totalement de quoi il s'agit. Ce que je trouve aussi brillant dans l'épisode, c'est que vraiment, c'est révolutionnaire pour l'époque et même jusqu'à très récemment à la télé américaine, de parler de façon aussi évidente de la masturbation féminine. Et du fait qu'en fait, Elaine veut participer au concours, au pari, et il l'envoie un peu péter au début parce qu'ils disent c'est différent pour une femme. Finalement, ils acceptent parce qu'elle mise plus gros qu'eux. Et il y a toute une sous-intrigue où en fait, on voit déjà qu'elle perd le sommeil parce qu'elle n'arrive plus à s'endormir parce qu'elle a arrêté de se masturber. Et aussi, en fait, elle est à la salle de gym, il y a John Kennedy Jr., qui était la star de l'époque et qui était le beau gosse de New York à l'époque. Il est à la même salle de sport qu'elle et en fait, elle va pas pouvoir résister au final et elle va se masturber à cause de lui et elle va perdre le pari et Jerry et George durent plus longtemps. Et avoir ça sur une chaîne du network américain, on devait être en 93, c'est quand même fou. Et c'est assez révolutionnaire. Et je trouve que ça souligne aussi le statut d'Elaine dans la série, qui est un statut totalement d'égal et qui n'est pas là pour faire briller les hommes autour d'elle et qui n'est pas la fille du groupe, quoi. Elle existe de façon intégrale et à part entière. Oui, et puis avec ses partenaires romantiques et sexuels, moi, de ce que j'ai vu pour l'instant... Oui, elle est aussi exécrable que les hommes du groupe, quoi. Oui, puis et pas du tout romantique, quoi. Non, voilà, c'est ça. Elle n'est pas du genre forcément romantique ou à s'attacher émotionnellement. Elle a même... Il y a un mec avec qui elle sort qui est qualifié de bimbo masculine par Jerry, puisqu'il lui dit qu'elle sort avec ce mec que pour sa beauté. Et donc, c'est vrai qu'il y a un renversement des codes genrés sur plein de choses avec Hélène, que je trouve très cool. Et c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup plu dans l'épisode. Ouais, parce qu'ils l'écrivent vraiment comme l'un des leurs, quoi. Est-ce que toi, tu avais d'autres épisodes qui t'ont particulièrement marqué ? Honnêtement, non, parce qu'à ce stade, j'en ai pas vu assez, quoi. Et j'ai déjà parlé, je pense que celui avec la femme qui veut pas donner du PQ à Hélène... Il est génial, hein. Ouais, ça m'a vraiment beaucoup fait rire parce que j'ai aimé, en fait, l'espèce de ligne directrice de tout l'épisode, c'est-à-dire que toutes les intrigues sont connectées par cette femme. Et après, il y en a un qui intervient très très tôt, je crois que c'est dans la saison 1, celui où Jerry se fait voler une statuette chez lui et où Kramer, à la fin, se fait passer pour un flic qui va agresser le voleur pour récupérer la statuette. Ça m'a beaucoup fait rire. On a aussi revu pour moi et toi vu pour la première fois le final. T'en as pensé quoi ? Honnêtement, c'est pas un épisode très mémorable, je pense. J'aime beaucoup le concept, qui est donc de faire le procès de tous les personnages principaux et de justement leur manque d'empathie et de considération pour autrui. Ça permet de faire revenir plein de vieux personnages, de faire un peu un bilan de la série. Donc je comprends l'envie. Mais l'exécution, alors je pense qu'honnêtement, c'était juste pas une très bonne idée sans avoir vu le reste de la série, pour l'apprécier, quoi. Je pense que c'est difficile d'apprécier. Forcément, quand j'ai vu Philip Baker Hall, qui joue le flic de la bibliothèque, j'étais hyper contente. Donc je pense que si je connaissais tous les personnages secondaires, j'aurais été très contente. Les fans détestent ce final, donc c'est vraiment un final qui a été très critiqué. C'est devenu une blague récurrente. Moi, honnêtement, je le déteste pas. Je trouve justement le principe assez marrant. En fait, Larry David, qui était parti donc depuis le début de la saison 7, est revenu pour le final. C'est aussi ça qui a permis à Jerry Seinfeld de refaire le petit sketch qu'il fait à tous les débuts d'épisodes, qu'il avait arrêté de faire en fait pendant les 2 dernières saisons parce qu'il n'avait pas le temps. Mais là, il le refait et il en fait un à la toute fin en prison qui est très drôle. Je trouve que cette scène, c'est vraiment... Ça m'a vraiment fait rire. Ouais. Voilà. Parce que ces stand-up sont toujours un peu ratés, on va dire. C'est une vision de la comédie et du stand-up qui est hyper vieillotte aujourd'hui. Maintenant, vous avez remarqué qu'il se passe toujours ça. Bon, c'est devenu un cliché en stand-up. So what is the deal with the yard? I mean, when I was a kid, my mother wanted me to play in the yard, but of course she didn't have to worry about my next-door neighbor Tommy sticking a shiv in my thigh. And what's with the lockdown? Why do we have to be locked in our cells? Are we that bad that we have to be sent to prison? In prison? You would think the weightlifting and the sodomy is enough. Et donc là, c'est vrai qu'en prison, le fait qu'il le fasse, ça fait encore plus ressortir le côté vraiment mauvais de sa comédie. Ouais. C'est très, très marrant.
Le problème, c'est que l'épisode avait été énormément hypé. Il y avait eu énormément de choses qui avaient été, des NDA qui avaient été signés pour que personne ne parle de ça. Tout le monde se demandait ce qui allait se passer. Ils avaient fait courir des fausses rumeurs et tout ça. Et du coup, quand il est sorti, les gens ont été déçus. Et puis, il y a eu aussi une critique sur le côté faire le procès de leur médiocrité morale. C'est un peu trahir l'esprit de la série qui veut que on assume complètement le fait qu'ils sont horribles. En fait, moi, c'est ça qui m'a surprise, c'est qu'à la fin, ils sont condamnés. Et donc, le fait de faire finir tous ces personnages en prison, c'est hyper punk. Donc ça me fait beaucoup rire que la série se termine sur quelque chose de très négatif, en fait. Par contre, effectivement, c'est bizarre qu'ils soient condamnés pour une médiocrité qui est parfaitement humaine. C'est-à-dire que tout ce que souligne la série, c'est qu'on fait tous ce genre de trucs, ou qu'on a tous des moments un peu de faiblesse morale, où on va mentir un petit peu, où on va faire un truc qui est pas hyper sympa, où on va pas donner du papier toilette à la personne d'à côté. Et donc là, le fait de revenir là-dessus pour dire en fait ce sont des monstres, ça paraît un petit peu bizarre. Après, le truc, c'est que pour le coup, il y a une accumulation au fur et à mesure des saisons où ils sont vraiment très égoïstes et ils sont pas moralement beaux, tu vois, très clairement. Mais ça, c'est dès le début, mais ça s'empire au fur et à mesure du temps, quoi. En fait, c'est l'autre truc que je voulais dire par rapport au final, c'est que pour moi, ça a été un peu violent, en fait, parce que en étant qu'à la saison 3 et en ayant vu quand même quelques petits trucs par-ci par-là que tu m'avais recommandé, quand on commence le final, ils sont atroces. Et en fait, moi, comme j'ai pas eu la progression forcément petit à petit, saison par saison, je reconnaissais plus les personnages que j'étais en train de découvrir au même moment. Parce que là, c'est vrai qu'ils ont zéro qualité rédemptrice dans le final. Ils sont juste vraiment... ils se moquent d'un mec qui est en train de se faire agresser dans la rue et ils font des blagues grossophobes, etc. Donc en plus, ça a mal vieilli. Et bon, ils sont jugés pour ça. Donc on leur dit que c'est atroce. Mais c'était pas drôle, en fait. C'était juste vraiment atroce. Et donc je pense que le fait de pas avoir eu la progression, ça m'a fait un peu un coup du lapin où je suis arrivée, j'étais là, oh, mais ils sont vraiment odieux, quoi. Mais ouais, c'est un final qui est vachement critiqué et eux-mêmes, ils ont tous fait des blagues sur le sujet et en fait, ils se retrouvent tous dans un épisode de Curb Your Enthusiasm. Et beaucoup de fans de Seinfeld ont considéré que c'était un peu ça le vrai final parce qu'ils trouvaient que le final de Seinfeld n'était pas à la hauteur. Ce qui est intéressant aussi et que tu vas découvrir normalement, je crois que c'est dans la saison 3 ou la saison 4, c'est toute l'intrigue sur la série Jerry, qui est une série méta donc qu'il crée dans Seinfeld et qui en fait est littéralement Seinfeld parce que c'est une série sur rien et ils veulent vraiment défendre le fait que c'est une série sur rien. Et dans le final, en fait, NBC accepte enfin de diffuser leur série et accepte le fait que ça va être une série sur rien, mais par contre, ils veulent absolument quand même que Jerry et Elaine aient un truc ensemble, quoi. Ouais, ça aussi, c'est vrai que le côté méta, en fait, je comprenais tout à fait l'envie et le propos, et je pense même que c'était très original au moment où ils l'ont fait. Mais c'est vrai que ça m'a pas trop fait rire, mais je pense que c'est, en prenant le truc un peu à rebours, en arrivant à la fin, et en n'ayant pas suivi toute l'histoire de la série. Bon, j'ai vu ça, j'étais là, oui, ok, c'est cute, mais c'est vrai que c'est pas... c'est clairement l'épisode qui m'a fait le moins rire pour l'instant de tous ceux que j'ai vus. Ouais. Après, je trouve quand même que l'idée de faire finir tous les personnages en prison, c'est hyper marrant, quoi. Est-ce que tu vas continuer à regarder ? Oui, franchement, je trouve que c'est une super série. Je pense quand même que... Bon, t'as fait la comparaison avec Friends, je pense que je préfère Friends. Et je pense que je préfère Cheers à Friends et à Seinfeld, qui sont toutes un peu... des séries qui ont plein de points communs. Mais la sérialisation me manque un petit peu. Le Wednesday Wednesday me manque un petit peu, même si, encore une fois, je trouve ça très punk aussi d'avoir refusé d'instaurer ça entre Jerry et Elaine. C'est hyper cool. Mais ça me manque. J'aime les blagues récurrentes et les personnages récurrents. Mais... Il faudrait un Will Day One Day entre Kramer et Jerry. Ouais, grave, ou Kramer et Hélène, ou Kramer et George. Mais ouais, je sens que ça me manque un petit peu. Et des trois, Cheers est vraiment celle qui me fait éclater de rire. Constamment, je trouve que les répliques correspondent le plus au genre d'humour que j'aime. Mais il y a quand même des moments, pour l'instant, dans Seinfeld que j'ai trouvé brillants. Et toi, tu vas continuer à regarder ? Je vais continuer à re-regarder. C'est marrant parce que comme j'ai saigné Friends pendant des années et des années et des années, et qu'en plus on a fait un podcast dessus, donc ça a été un travail même en plus. Maintenant, je m'y replonge un peu moins facilement parce que je pense que le podcast quand même a fait son travail, quoi. Ça m'a un peu... Ça te rappelle toutes les conversations qu'on a eues sur... Non, mais disons que j'ai vraiment saigné la série, quoi. Ouais. Et là, Seinfeld, c'est plus nouveau quand même parce qu'il y avait plein d'épisodes que j'avais pas vus ou que j'avais pas vus dans l'ordre. Et donc, j'ai tendance à les revoir et souvent, je m'endors sur mon canapé devant Seinfeld parce que c'est très facile, en fait, de pas suivre, justement. Et c'est hyper agréable de s'endormir devant Seinfeld parce que c'est vraiment un son tellement... à chaque fois. Ouais, la musique, moi, elle me gonfle un peu. Oui, mais elle est gonflante, mais en même temps, c'est rassurant. Il y a des rires, c'est marrant, tu t'endors, c'est sympa, quoi.
Prochaine étape, cheers. C'était PIC TV. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci les Pikies de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Dans le prochain épisode, on vous parle de The Last of Us, ou Clou pour les intimes, la série du moment, et l'épisode sera diffusé 3 jours plus tard, lundi au lieu de vendredi, pour qu'on puisse parler du final de The Last of Us et de toute la saison. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast Amis, dans lequel on se fait mutuellement découvrir certaines de nos œuvres préférées et qu'on reprend donc dans 2 semaines. À la semaine prochaine. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Ça va, c'était pas trop le bordel ce qu'on vient de faire ? C'est vraiment très très bien. Ok. C'est bien. Le mois prochain, le stand-up PIC TV. C'est ça.